Bonjour, je suis Thierry Lyonnais, grand reporter à RCF, et la marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, un podcast pour tous ceux que l'envie de liberté démange. La marche est le plus souvent synonyme d'immersion dans la nature, s'extraire pour certains de la vie citadine pour renouer avec un environnement naturel. Ariane Wilson, bien que vous aimez la marche dans la nature, nous allons le voir, vous avez marché dans l'Himalaya et dans les forêts japonaises, vous avez également une vraie passion pour la marche urbaine. Vous êtes architecte de formation et vous enseignez l'architecture à l'Université de Strasbourg. Mais tels les professeurs de l'Antiquité, vous emmenez vos élèves marcher en ville et dans les faubourgs des villes. Alors avant de parler ensemble de la marche urbaine, j'aimerais savoir où s'enracine chez vous ce goût prononcé de la marche. Je n'ai pas de permis de conduire, c'est déjà une bonne raison de marcher. Mais je pense que d'avoir vécu dès l'enfance dans plusieurs villes différentes, m'a tout de suite conduit à cette curiosité. On faisait des balades avec mes parents, des balades urbaines organisées à Bruxelles par un organisme qui s'appelait l'ARO, et c'était des promenades qui avaient pour intention de défendre le patrimoine, et tout ça se découvrait par la marche. Ensuite, quand j'ai vécu en Allemagne, en Autriche, au Japon, je partais tout de suite découvrir mon nouvel environnement. Vous aimez explorer en marchant, en fait, votre manière d'explorer votre Exactement, environnement. c'est entre la flânerie et une exploration un peu plus volontaire avec l'envie de comprendre, de découvrir. Alors ça, ce sont des marches, on va dire, de proximité, mais vous vous êtes lancé dans deux belles aventures dont on a déjà eu l'occasion de parler dans une précédente émission, mais j'aimerais qu'on les évoque. Vous avez fait des marches qui ont été fondatrices, je crois, dans votre vie. On va commencer par celle du Zanskar dans l'Himalaya. Vous aviez 24 ans et vous nous racontez dans quel contexte vous êtes parti marcher au Zanskar, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. À l'époque, il n'y avait pas de route. Oui, fondatrice et même initiatique, je dirais. Cette première marche, je l'ai faite avec mon violoncelle sur le dos, et pendant un mois, avec une amie, j'ai traversé la vallée du Zanskar, comme vous le dites, à pied, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de route, sauf une au milieu. Alors, il doit y en avoir d'autres. On situe, parce que pour les le Zanskar, non-initiés, c'est dans le Cachemire indien, c'est-à-dire tout au nord de l'Inde, au Ladakh, à la frontière avec le Pakistan d'un côté, la Chine de l'autre. La vallée du Zanskar est très reculée, elle l'était encore plus il y a 20 ans, et les villageois eux-mêmes ne peuvent communiquer entre eux que s'ils se mettent à pied. Et là, ça a été une découverte, je dirais, de la marche au long cours, des bienfaits de la marche au long cours. Ça a été une découverte de la marche, mais aussi le rythme de la marche, le souffle, le lien entre le cœur, disons, et le rythme du cœur et la musique, le rapport entre un corps tout petit et des espaces immenses. C'était vraiment une épreuve du corps dans des paysages sublimes. Parce que vous passiez des cols à 5000 mètres d'altitude. C'est ça, oui. Ce violoncelle que je portais sur le dos a joué à plus à 5400 mètres, alors, et à 9 autres cols un petit peu moins élevés. Et voilà, cette nudité du corps par rapport à et de tous les sens mis en éveil par ces marches quotidiennes, ça a été vraiment une découverte très très forte pour moi. Et dans des paysages très dépouillés, parce que là c'est assez aride, il n'y a pas d'arbres. C'est très aride, il y a le bruit de l'eau qui est quasiment omniprésent, mais il y a très peu de faune visible en tout cas. Donc on est un peu seul avec soi-même, sous un ciel gigantesque, avec des grandes percées. Tout est plus loin que ça ne paraît au départ. Et puis, en même temps, j'avais ce compagnon très intime, très proche, qui était le violoncelle sur le dos. Un autre pèlerinage, on peut utiliser ce mot, que vous avez vécu quelques années plus tard, c'est au Japon, sur l'île de Shikoku. C'est un pèlerinage particulier qu'on appelle le Compostelle du Japon. Tout à fait. Alors là, c'était différent parce que je partais sur une route très historique qui a été à certaines époques très fréquentée. Elle l'était moins par des pèlerins à pied à l'époque où je l'ai fait. J'avais déjà vécu au Japon, donc la culture m'était plus familière, mais Shikoku il y a une sacralité des paysages qu'on ressent très fortement quand on marche, et on a l'impression d'être vraiment là, au contraire, en communauté d'expérience avec des marcheurs qui pendant 1000 ans ont foulé ces mêmes chemins. Les chemins ont énormément changé, mais ce sont les mêmes, ce tracé plus ou moins sanctifié, et on marche de temple en temple, et terminer le pèlerinage consiste à avoir rendu visite à 88 temples associés à un saint personnage qui se nomme Kobodaishi.
Alors Ariane Wilson, on pourrait faire des émissions rien que sur l'un ou l'autre de ces marches, de ces pèlerinages, mais on a choisi de parler avec vous de la marche urbaine. Alors c'est très particulier, beaucoup de personnes se mettent en marche pour justement fuir les villes, pour partir dans la nature, partir dans les campagnes. On peut vous envier d'aller faire un grand trekking dans l'Himalaya. Vous, comment est née cette prise de conscience de l'importance de marcher dans les villes? C'est peut-être curieusement le pèlerinage à Shikoku qui m'a ouvert cette perspective. Alors bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, j'aime énormément marcher dans les villes historiques. J'aime éprouver la beauté des villes historiques qui soit ont épousé la forme de la géographie ou qui se marient bien avec une rivière, ou alors au contraire les villes très composées où c'est plutôt un génie de la proportion. C'est presque de la composition. Ça j'aime beaucoup. Mais en marchant au Japon, à Shikoku, j'ai été par la force des choses, parce que ce chemin qui est historique, à certains endroits maintenant, elle traverse des longues banlieues interminables avec des grands magasins du style, mais l'équivalent japonais des points P ou pour ne pas faire de publicité, ou de restaurants fast-food. Et au début, ça m'a énormément gênée. Et puis j'avais rencontré un moine qui m'avait dit, où qu'on soit, on devrait avoir la capacité d'être tellement ancré intérieurement et dans le moment et dans le lieu que ça devient une expérience à part entière aussi. Et ça ne devrait pas être une gêne ni considéré comme quelque chose qu'on déplore. Donc j'ai continué à marcher, un peu en dépit des lieux laids et parfois même pour aller les voir. Alors en dépit parce que qu'est-ce qu'on amoche les villes, on peut le dire. Je pense notamment à Paris ces 15 dernières années, tout ce qu'on fait tristement au nom de l'écologie qui en fait abîme beaucoup le paysage urbain, les espaces publics, alors que pour moi la beauté devrait faire partie de l'écologie. Je parle des bennes à verre, les choses qui sont plantées n'importe comment, les sanisettes, les bacs à fleurs qui sont plus pots que fleurs. Donc il y a une laideur dans la ville que je déplore beaucoup. Mais les zones périurbaines, il y a parfois, je trouve, par la marche, la possibilité de voir le beau dans ce qui serait considéré comme étant laid. Et ça a été une découverte pour moi. Marche et rêve, Thierry Lyonnais. Ariane Wilson, ce que vous vivez régulièrement avec vos étudiants en architecture que vous emmenez marcher, nous allons en parler dans un instant, mais j'ai découvert grâce à vous que c'était une longue tradition qui s'enracine dans le 19e siècle, alors avec des courants, les flâneurs, les situationnistes. J'aimerais qu'on évoque rapidement cette réalité de marcheurs déjà dans l'histoire depuis le 19e siècle. Alors en effet, en préparant des séminaires de marche pour des étudiants en architecture, je me suis rendu compte que ce qui paraissait un peu radical et nouveau ne l'était pas. Et c'est beaucoup par des textes littéraires d'ailleurs qu'on peut découvrir cette tradition. Donc on peut commencer par le flâneur, un peu à la manière de Baudelaire, sur lequel a beaucoup écrit Walter Benjamin, qui avait cette jolie expression de herboriser sur le bitume, c'est-à-dire aller trouver à la limite les petites plantes qui poussent entre les pavés. Et puis il y a eu des artistes qui ont utilisé la ville un petit peu comme un terrain de jeu, et je fais ça aussi, on en parlera peut-être. Et le mouvement Dada et le mouvement situationniste avaient une pratique de la marche qu'ils appelaient excursionniste. Ils avaient chacun aussi les vêtements associés un peu à leur attitude envers des lieux encore peu connus par la ville vraiment urbanisée. Ils aimaient bien les lisières, les frontières, les endroits encore un petit peu indéfinis, mais juste en marge des villes. Et plus tard, dans les années 50, on peut citer les situationnistes avec Guy Debord, qui a écrit un manifeste de la dérive. Et là, on les voit un peu décoiffés, encore un petit peu éméchés de leur beuverie de la soirée d'avant. Et eux, ils se laissaient guider par leur inconscient pour découvrir des aspects de la ville qui n'étaient pas délibérés. Donc ils étaient un petit peu en révolte contre le Paris d'Haussmann, bien organisé, bien structuré. Et voilà, ils cherchaient un peu le désordre. Et plus tard, sur ce modèle-là, et beaucoup en ce moment, par exemple à Marseille, il y a toute une équipée, parce qu'ils travaillent parfois collectivement, d'artistes marcheurs, mais aussi des urbanistes marcheurs ou des penseurs de la ville marcheurs qui marchent encore aussi dans les interstices, dans les endroits parfois très très peu accueillants pour le piéton, parce qu'ils pensent
qu'il faut qu'on aille voir ces endroits-là, et ça nous fait comprendre voilà des forces peut-être politiques ou qui nous dépassent un petit peu, et ils essayent de comprendre ce qui se passe, et ils essayent aussi de défendre un côté sauvage du territoire. Donc ça c'est un autre mouvement très actif, et ils produisent des très belles cartes. Parfois ils ramènent des choses de leur marche et ils en font des installations artistiques. C'est très divers, très varié. C'est souvent lié un peu à une démarche artistique, mais je la trouve très riche aussi pour comprendre la ville et le périurbain. Donc on peut parler d'une marche urbaine comme une forme d'art, une expression artistique ? Je dirais que c'est par l'art, c'est-à-dire peut-être en ne donnant pas une dimension fonctionnelle à la marche. On ne marche plus pour aller de A à B ou pour aller chercher son enfant à l'école ou même pour le loisir, mais on se laisse perdre, on se laisse un peu attirer par la surprise. Et ce faisant, justement, on est plutôt dans une dimension poétique parce qu'elle n'a pas un usage. C'est pas la marche de l'usager. On n'est pas des piétons. C'est pas utilitaire. C'est pour ça que vous parlez d'art de la dérive. Je vous ai entendu utiliser cette expression, l'art de la dérive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un art parce que ça pourrait sembler facile de se perdre, mais en fait, il faut beaucoup lâcher prise et on est tellement conditionné on cherche la sécurité ou on cherche une température agréable, on cherche le confort. Là, on se met dans le déconfort, je ne sais pas si ce mot existe, mais l'inconfort, mais pardon. Ça, c'est la réalité de tous les marcheurs. Quand on part sur un chemin de Compostelle ou quand on part faire de la randonnée en montagne, on se met dans l'inconfort, on se met en contact avec les éléments. Là, particulièrement aussi en ville ? On pourrait imaginer que la ville est un peu protégé de tout ça, que justement c'est l'anti-nature, donc voilà, s'il pleut on se met à couvert, et là on cherche un peu le sauvage et le danger, l'aventure dans la ville, et souvent on le fait un peu par le jeu, on est un peu au défi des codes habituels, on se comporte pas entre guillemets normalement. Alors, Ryan Wilson, marcher dans les centres-villes, on va d'abord parler de ça, marcher dans les villes. Vous qui êtes architecte, qui enseignez dans une école d'architecture, ça va, on voit assez bien. C'est déjà ouvrir les yeux sur la richesse de l'architecture qui nous entoure, ce qu'on fait pas souvent. Parfois, on le fait quand on est touriste, mais cette pratique de la marche, elle prend un autre sens, particulièrement aujourd'hui où la majorité des gens ont le nez plongé dans leur téléphone portable ou se laissent guider par des GPS. C'est ça que vous êtes clair, hein. Vous dites surtout, ne partez pas marcher avec un GPS, laissez-le tomber. À la limite, prenez une carte, mais pas un GPS. Voilà, la manière de marcher que j'aime s'affranchit de ces technologies et surtout, le corps est complètement disponible. Ça, c'est très important. Justement, d'être entièrement disponible aux choses, aux températures, aux sons, beaucoup, à la fatigue, pourquoi pas, et ne pas être téléguidé et ne pas être distrait non plus, être entièrement là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très propice à la rencontre aussi, parce que quand on est entièrement disponible aux choses, on est aussi disponible aux personnes autour de nous. Et ça, c'est un des plaisirs de cette marche aussi, c'est les rencontres fortuites et se laisser guider peut-être par les curiosités d'autres personnes aussi. Donc ça veut dire ne pas hésiter d'adresser la parole à l'autre, de rencontrer l'autre. Oui, mais figurez-vous que quand aujourd'hui, en 2024, on a une carte publiée on appelle ça les cartes hygiène, donc les grandes cartes bleues de randonneurs à l'échelle 1/25 millième où chaque centimètre vaut 250 mètres, c'est tellement inhabituel de déployer ces grandes cartes, surtout en ville, que les gens viennent à vous. Très souvent, on me pense perdu et tout d'un coup, je suis le sujet de la générosité et de la bienveillance des gens. Donc c'est très bien d'avoir l'air perdu. Alors je reviens à l'art de marcher en ville. Il y a une dimension de contemplation, hein. Vous invitez vraiment à être tout radar déployé, si je puis dire, et notamment observer. Observer, je le fais beaucoup par des petites méthodes un peu ludiques, mais surtout qui déshabituent. Et donc,
obligé d'être davantage aux aguets parce qu'on n'est pas dans des automatismes. Alors je peux peut-être donner des exemples. Alors un exemple, c'est la dérive classique où on se laisse porter soit complètement au hasard par ses envies du moment, ou alors on se donne des règles un petit peu absurdes. Par exemple, j'ai un jeu de cartes que j'ai fabriqué moi-même avec des instructions comme tourner à gauche, suivre la première chose rouge que vous voyez, aller vers le soleil, aller vers une rue qui commencerait par les 5 premières lettres de l'alphabet, et je les applique les mêmes cartes quelle que soit la ville. Et donc on a des tracés comme ça un petit peu fortuits. Donc vous marchez et vous tirez à un moment une carte et vous suivez ce que la carte vous demande. C'est ça, j'ai des règles pour déterminer le moment où je les tire aussi. Une autre technique serait par exemple de prendre un plan ancien de la ville, par exemple un plan de 1950, et de marcher aujourd'hui avec ce plan en main, où on voit tous les décalages, toutes les nouveautés. Donc c'est ça qui aiguise l'attention et la curiosité. Ou encore, on trace de manière aléatoire un trait sur une carte, par exemple en laissant tomber 2 pièces de monnaie et on les relie et on se dit je vais rester au plus proche de cette ligne. Et ça c'est aussi une technique qu'emploient les urbanistes quand ils analysent un peu le territoire parce qu'ils essayent de pas être guidés par ce qui est censé nous guider. Donc, mais qu'est-ce que vous recherchez à travers ça, vraiment ? Moi je recherche à incessamment rafraîchir mon regard et donc d'être enchanté tout le temps parce que tout me paraît toujours nouveau. Je n'ai jamais l'impression de voir 2 fois la même chose. C'est une expérience d'enchantement dans les villes et puis on va le voir dans les banlieues aussi. Oui, je peux dire que l'une des raisons pour lesquelles je marche, quel que soit le milieu, c'est pour être surpris, mise en surprise. Marche et rêve. Thierry Lyonnais. Ian Wilson, marcher dans les centres-villes, dans les belles villes, ça va, beaucoup de gens peuvent comprendre. Mais vous allez marcher dans les zones urbaines, dans les périphéries, dans les friches même, à la périphérie des villes. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez rechercher dans ces lieux-là ? Je marche très volontiers dans ce qu'on pourrait appeler les coulisses des villes. Alors, parfois, ce sont les endroits où on rejette ce qu'on ne veut pas dans les centres-villes. Soit parce qu'il faut que tout soit très esthétique dans les centres-villes, ou alors c'est une très vieille tradition. On mettait les malades à l'extérieur, on mettait entre guillemets les fous, maintenant on met les incinérateurs de déchets. Moi, je veux voir ces choses-là. Je veux pas qu'on me les cache. Je veux comprendre ce que ça implique. Quand je jette une peau de banane dans ma poubelle, je suis curieuse de savoir où elle va. Ça paraît un peu loufoque. Ou alors quand j'utilise Internet, j'aimerais bien voir où sont les serveurs, parce qu'en fait tout ce qu'on fait s'installe quelque part, et même les choses qui paraissent dématérialisées, elles occupent beaucoup d'espace et elles forment un paysage. Donc c'est un peu de voir les nouveaux paysages de notre monde moderne. C'est aussi aller voir le résultat des grandes politiques, des grands ensembles aussi, qui étaient aussi rejetés en lisière des villes. Donc c'est ça que je disais au début, c'est que ce sont souvent des endroits, on peut appeler ça peut-être plutôt des territoires ou des paysages qu'on considérerait comme être moches. On va dire défigurés, parce que la nature est encore un peu présente, mais elle est traversée par des tuyaux, par des routes, des autoroutes, et donc à la fois, on ne sait plus dans quel domaine on est, si c'est encore la nature ou si c'est encore la ville. C'est vrai que souvent il y a un côté sauvage, soit parce que la nature repousse autrement, soit parce que ça crée des endroits délaissés ou uniquement fréquentés par la voiture, par exemple, et donc ça permet une certaine sauvagerie. Mais en marchant, il m'arrive de pouvoir trouver assez beau finalement un nœud d'autoroute. Parce que d'abord, presque personne ne va marcher là, et c'est difficile d'accès. Ce n'est pas fait pour les marcheurs. C'est pas du tout fait par les marcheurs. Donc le corps, encore une fois, se sent confronté à des choses qui le dépassent, et c'est de nouvelles expériences. Alors ça fait partie peut-être du réenchantement, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience d'odeur, de vitesse, de taille de choses qu'on ne soupçonne pas. C'est assez spectaculaire. C'est presque un spectacle dans ce cas-là. Et en même temps, on a envie un petit peu de comprendre, ou alors on se dit, on peut pas laisser ces choses-là continuer. Mais curieusement, la dimension esthétique, elle peut être présente là. Ou alors on peut s'émerveiller parce qu'une fleur réussit à pousser là. Mais on peut être aussi assez touché par un grand paysage d'usine qui se reflète dans l'eau. Donc, comme je disais là... J'aime bien ce que vous m'avez dit un jour, j'aime voir de la poésie dans ce qui peut paraître laid. Alors ça, expliquez-nous comment on peut faire et comment la marche peut nous aider, je dirais quelque part, à devenir un peu plus poète et à savoir
contempler avec une certaine admiration ce qui naturellement nous ferait fuir. Je crois qu'on apprend à être un petit peu comme un appareil photo qui change de focale sans cesse. Donc parfois, on regarde l'entièreté des choses et puis on y voit des motifs, des rythmes, des régularités. Ou alors au contraire, on fait abstraction de la grandeur des choses et on se focalise sur une toute petite chose. Et là, même les pores dans un matériau peuvent être touchantes et peuvent être belles. Donc on cadre, on recadre et on est sans cesse en train de changer d'échelle. Ça, c'est une manière de faire. Ensuite, on rencontre d'autres usages et ils peuvent être touchants aussi. On peut rencontrer des gens qui sont au quotidien confrontés à ces choses-là, que nous, disons, les chansards qui habitons peut-être des endroits un peu plus cléments ou au centre-ville, n'avons pas à confronter. Et donc, il y a aussi l'émotion d'expérience humaine que l'on découvre par là. Et puis, j'aimerais bien reparler de cette dimension du jeu, parce que le jeu peut mener à une poésie aussi. On peut commencer à associer des choses, un peu comme on le ferait dans un poème, quand on rapproche deux mots qui seraient très étrangers les uns des autres, et ça crée une manière presque littéraire de regarder le paysage, la surprise aussi, et puis le hasard des choses. Ça, je trouve ça poétique aussi. Expliquez-nous, Ariane Wilson, quand vous êtes avec vos élèves en architecture, vous décidez de les emmener marcher dans une banlieue. Donnez-nous quelques exemples d'activités que vous avez organisées avec ces jeux, et notamment en lien avec les cartes. Vous avez de belles anecdotes autour de ça. Vous aurez compris que j'aime énormément ces grandes cartes en papier qui nous montrent tout un territoire par des codes. Et c'est assez fascinant d'aller fureter avec l'œil et d'essayer d'imaginer ce qu'on va voir en vrai avant d'y aller. Et je joue un peu avec ces codes. Alors justement, avec ces étudiants, la première étape est de déshabituer. C'est incroyable combien, même très jeune, on peut être très conditionné à voir les choses d'une certaine manière. Donc je vous donne peut-être des exemples qui sont anecdotiques, mais à chaque fois qui ont fait ressortir des choses assez sérieuses et parfois plus analytiques. Peut-être 3 exemples. L'un, c'est grâce à une remarque d'une étudiante qui m'a dit un jour, quand j'étais à Strasbourg, mais comment ça se fait qu'un cartographe choisit d'écrire en grand le mot Strasbourg à cet endroit de la carte et pas autre part? Alors je lui ai dit, allons voir. Donc allons voir ce qu'il y a sous les lettres de Strasbourg sur la carte, c'est ça? Chaque étudiant a eu une lettre, l'une des lettres sur la carte, et on est allé à l'endroit de la carte où c'était écrit, et ils devaient essayer de tracer avec leurs pas la forme de cette lettre. Or, bien sûr, quand on est là, ça a l'air d'être un blanc sur la carte, mais il y a des clôtures, il y a des propriétés privées, il y a des rivières, donc on ne peut pas passer. Donc leurs lettres finalement étaient complètement déformées, et on a à la fois redessiné ce qui était caché par le nom Strasbourg sur la carte et aussi montré comment était déformé le parcours de la lettre. Ou alors un autre exemple, ce serait peut-être à Cologne, pour vous montrer comment les hasards peuvent être incroyables. J'ai voulu aller visiter 2 églises des années 50 d'un certain architecte qui s'appelle Gottfried Böhm, et je me suis dit, tiens, je vais décidé que c'est un peu le prétexte d'un jeu. Donc, j'ai tracé un arc de cercle entre la gare où je suis descendue et ces 2 églises. Et j'ai fait toute la forme du cercle. Et pendant toute une journée, j'ai cheminé au plus près de la ligne que formait ce cercle. Et sur le chemin, on a vu les 2 églises. Et sur ce même cercle, il y avait par hasard la nouvelle mosquée de Cologne, qui est par le fils de cet architecte. On continue à tracer ce cercle. Sur ce cercle, oui. On arrive au plus grand cimetière de Cologne, et à la fin de la journée, je décide d'aller au centre du cercle pour compléter cette expérience. Et qu'est-ce qu'il y avait au centre du cercle? La synagogue de Cologne. Alors là, on se dit qu'il y a quand même des signes magiques sur le territoire et dans les villes. Ariane Wilson, qu'est-ce que la marche urbaine apporte de particulier par rapport à la marche dans la nature?
Est-ce qu'elle apporte quelque chose de différent ? Oui, parce que je pense je pense qu'un botaniste ou quelqu'un qui est très spécialisé dans la lecture de la nature ne dirait pas ce que je vais dire, parce que je pense qu'on peut être tout aussi stimulé intellectuellement quand on connaît bien la nature dans un paysage. Moi, quand je suis dans un paysage naturel, je me laisse davantage aller au plaisir, disons, et je vois les choses comme des grandes enjambées. Je prends les choses un peu dans leur totalité. Dans la ville, je suis plus nerveuse, disons, dans mon appréhension des choses. C'est l'architecte qui ressort ? Peut-être que j'ai cette lecture-là, c'est vrai, mais je fais aussi beaucoup le lien avec l'activité humaine et je suis dans une sorte d'empathie, en fait, avec ce que je vois, parce que des millions d'autres personnes traversent ces mêmes endroits. Il y a une sorte de densité humaine qui fait qu'on ne peut pas voir les mêmes choses dès lors qu'on associe chaque objet urbain avec des gens qui l'ont touché, qui ont trébuché dessus, qui ont peut-être craché dessus, qui l'ont aimé. Donc les choses me semblent très investies d'une humanité, qu'elle soit négative ou positive. C'est pas une sensation que j'ai quand je suis dans la campagne, alors qu'elle est aussi finalement très humainement structurée. Et cette approche que l'on a évoquée tout au long de cet échange ne peut se faire qu'à pied. S'il se faisait en vélo, en moto, en voiture, ce serait pas la même approche? C'est une question à laquelle je peux répondre par rapport à une autre expérience. J'ai aussi fait des très grands voyages, notamment de ville en ville, en vélo. Et oui, je peux confirmer que c'est très différent. Alors, c'est aussi très intéressant de le faire avec d'autres moyens de transport, mais on n'a pas ce désengagement du corps, cette nudité du corps qui n'a pas d'autre outil que soi-même pour avancer, disons. Et puis cette lenteur qui fait qu'on peut être en accord avec le moindre petite infractuosité dans le trottoir, par exemple. Et ça, moi, quand je suis à vélo, je passe en ignorant ces choses-là. C'est trop rapide. Je pense que la marche est quand même très, très, très adaptée à ce que notre perception est censée percevoir en tant qu'être humain. Pour terminer, Ariane Wilson, vous aimez marcher en ville, on l'a compris, mais vous aimez aussi marcher dans la nature. Quel retour à la nature pour vous après ce type de marche urbaine? Qu'est-ce qui change dans votre approche de la nature? La nature est pas si naturelle que ça, finalement. Peut-être qu'on finit par voir ce qui est aussi composé dans la nature, ce qui est aussi structuré. Et puis, vice-versa, finalement, les deux se nourrissent l'une l'autre. J'aime bien aussi regarder en ville la topographie ou ressentir la topographie. J'aime bien regarder vers le ciel. J'aime bien ressentir ce qu'il y a sous mes pieds, comme j'aime sentir dans la campagne l'herbe sous ma plante des pieds. Donc je pense que je fais pas une distinction nette. Les deux expériences s'entrecroisent. Bien, merci beaucoup, Ariane Wilson, de nous avoir donné envie d'aller flâner dans les villes et de pousser peut-être un peu dans les banlieues de temps en temps. Merci, Ariane Wilson. Merci.